les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. C'est ici toutes les semaines qu'on résume et on analyse les émissions d'habitude de la WWE. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un peu spéciale puisque j'ai envie de vous faire découvrir la New Japan Pro Wrestling. J'en ai déjà parlé, on a une vidéo en stock qui vous raconte tout ce qu'il y a à savoir sur la New Japan. C'est donc la plus grande fédération japonaise. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'a eu lieu ce week-end leur dernier show aux USA, Résurgence. Le show qui marque un peu le retour aux affaires de la New Japan. Puisque, il faut bien le comprendre, il y a quand même pas mal, elle a pas été pas mal impactée par le Covid, hein, la New Japan Pro Wrestling. Alors ils ont continué à avoir des shows en public pendant plus longtemps que la plupart des autres fédérations. C'est un peu les premiers à avoir repris des shows en public. Le Wrestle Kingdom de cette année, qui est l'équivalent de WrestleMania, était en public. Malheureusement, il y a eu beaucoup de cas de Covid au niveau des catcheurs, des blessures, des chamboulements dans le booking, des shows annulés. Et du coup, si on compte ça, les problèmes du fait que le pays soit cloisonné, donc pas d'échanges internationaux avec les catcheurs gaijin ne pouvaient pas venir catcher, ça a pas mal entamé la qualité du produit, hein, tout simplement. Et voilà, on a vécu une petite année un petit peu triste au niveau de la New Japan. Mais le retour aux affaires est là, on croise les doigts pour que ça continue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la New Japan, donc la plus grande fédération japonaise, hein, la fédération number one au Japon, tente de s'imposer aux États-Unis. Ils ont une politique d'expansion sur le terrain américain. Il y a un nouveau show qui a démarré l'année dernière en pleine pandémie, donc malheureusement toutes les émissions sont sans public, ce qui entame pas mal la qualité du show. Mais bientôt, les enregistrements se feront justement avec du public. Ce nouveau show, ça s'appelle NJP Strong. Et vous le retrouvez sur soit Fight TV, soit le network de la New Japan, le New Japan World. Et c'est 1 heure de catch toutes les semaines, avec un roster de catcheurs plutôt intéressant, des jeunes, des personnes que vous connaissez. C'est plutôt dans l'esprit cruiserweight. Ça va à 100 à l'heure. Il y a de temps en temps des stars. On a eu une défense de titre notamment entre Jon Moxley et Kenta. Hideo Itami, hein, souvenez-vous à la WWE. Et il y a des grosses affiches qui s'annoncent pour la suite. Et une fois que ce sera en public, je pense que le show va clairement décoller puisque il y a une qualité de catch in-ring. On est sur du strong style pur jus. C'est quelque chose de quand même radicalement différent du less is more à paillettes que pratique la WWE ou au match indie semi-pro, semi-amateur de la All Elite Wrestling. Ils ont vraiment un contenu in-ring qui est quand même un petit peu au-dessus du lot. Maintenant, effectivement, une année où ils ont joué vraiment de malchance et où ça a pas mal impacté la qualité des shows. Enfin, du coup, c'était difficile à suivre. Pour vous la faire courte, on a Tetsuya Naito qui a été un champion au règne pas vraiment fantastique. On a longtemps attendu qu'il devienne champion, mais une fois qu'il était champion, ça n'a pas vraiment convaincu. Tetsuya Naito, qui était un peu le meilleur heel du business, hein, sur les dernières années, un des fondateurs du clan Los Ingobernables, a travaillé notamment au Mexique aux côtés de la Sombra, aux côtés d'Andrade. Et ensuite, il est parti retourner au Japon, créer son propre clan, donc Los Ingobernables de Japón, du Japon. Il avait notamment à ses côtés Evil qui l'a trahi, qui a récupéré le titre IWGP et le titre intercontinental qui avait été remporté par Tetsuya Naito au Wrestle Kingdom. Il a gagné les 2 titres. Il a unifié les titres. Il perd le titre contre Evil qui le trahit pour rejoindre le Bullet Club. Le fameux Bullet Club. Et ensuite, Naito reprend le titre et il va finir par le perdre à Wrestle Kingdom face
à Kota Ibushi, qui a remporté 2 années de suite le fameux tournoi G1 Climax, le plus gros tournoi de catch du monde, qui vous offre un title shot à Wrestle Kingdom. Donc, pour sa deuxième année, il le gagne une fois, il perd au Tokyo Dome. Deuxième année, il le gagne, il le met en jeu face à Jay White, Switchblade Jay White, ancien champion de WGP. Ben, il perd le match, il se retrouve en carafe, mais heureusement, Naito, grand prince, lui dit écoute, je t'affronterai aussi à Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom, et c'est sur 2 jours. Premier jour, Naito dit j'affronte Jay White. Deuxième jour, j'affronte Kota Ibushi. Eh ben, Naito arrive à vaincre Jay White, mais il perd contre Kota Ibushi. Kota Ibushi devient le nouveau champion, il a le droit à la nouvelle ceinture. Il est officiellement le premier champion IWGP Heavyweight. Du fait qu'ils ont fait une nouvelle ceinture, donc ça repart au numéro 1. Et il va perdre le titre assez rapidement face à Will Ospreay, l'anglais, qui a fait quelques années exceptionnelles là, à la New Japan Pro Wrestling. On peut le qualifier tranquillement de meilleur catcheur du monde. Enfin, à mes yeux, après tout ce débat, évidemment. Malheureusement, il se blesse, destitué du titre, et on remet le titre en jeu entre la légende Hiroshi Tanahashi et Shingo Takagi, qui est un petit peu le MVP de chaque événement de la New Japan. Il fait à chaque fois des matchs fantastiques. Il est arrivé il y a quelques années à la New Japan, un peu en remplacement de Hiromu Takahashi, qui s'était grièvement blessé. Donc il a intégré Los Ingobernables de Japón pour être un petit peu le catcheur de la division junior, la division cruiserweight. Mais il s'est imposé dans la division heavyweight carrément. Hein. Il a été champion junior pendant un moment, mais voilà, il était trop talentueux pour rester chez les juniors. Il a un physique qui quand même peut aller jusqu'au heavyweight, donc il est rentré dans la division heavyweight. Il a fait à chaque fois des matchs spectaculaires. Il s'est illustré au G1 dans des matchs qui sont des classiques instantanés. Vous pouvez voir n'importe quel match de Shingo Takagi, vous allez vous régaler. Et ben justement, c'est à la surprise générale Shingo Takagi qui a remporté le titre face à Tanahashi, et c'est donc lui l'actuel champion. Alors il n'y aura pas de défense du titre IWGP Heavyweight dans ce show Résurgence dont on va parler. De toute façon, Shingo Takagi, apparemment, il a de la fièvre aussi, donc il peut pas, on le verra pas pendant quelques temps. Mais voilà où on en est pour ce qui est du titre suprême. Il y a d'autres titres, d'autres ceintures à la New Japan Pro Wrestling. Le titre US, que vous connaissez si vous suivez la All Elite Wrestling, puisqu'il a été longtemps détenu par Jon Moxley. Et Jon Moxley l'a perdu récemment face à Lance Archer. Donc Lance Archer, d'ailleurs, défendra le titre contre Hiroshi Tanahashi. La légende Hiroshi Tanahashi, si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent de John Cena au Japon. The Ace, voilà, la plus grosse star du catch japonais. Et vous avez aussi un autre titre, donc c'est le Never Openweight Championship. Donc c'est une ceinture qui a la particularité d'être openweight, donc c'est-à-dire que c'est pour toutes les classes de poids. Hein. Vous pouvez aller un catcheur junior heavyweight qui va se proposer comme challenger. Et voilà, et des poids lourds. Donc voilà, ça c'est l'autre titre qui est actuellement détenu par Jay White, membre du Bullet Club, le top heel, on va dire, de la fédération New Japan, le méchant suprême. Il y a un autre méchant, c'est Evil, mais il n'est pas là ce soir. C'est l'autre leader du Bullet Club. C'est un peu une hydre à deux têtes, le Bullet Club en ce moment. Avec d'un côté Jay White et de l'autre Evil. Alors ça fait grincer des dents pas mal de suiveurs, parce que le Bullet Club, c'est un peu normalement un clan de Gaijin, un clan d'occidentaux, on va dire. Hein. Ça a été fondé par
Prince Devitt, que vous connaissez sous le nom de Finn Balor à la WWE, avec à ses côtés, pour parler des plus connus, les Young Bucks, Gallows et Anderson. Et finalement, donc quand il est parti à la WWE, les rênes du Bullet Club ont été repris par AJ Styles, qui en a fait quand même un sacré phénomène derrière dans le monde du catch de ce Bullet Club. AJ Styles qui a été champion IWGP Heavyweight, qui a fait des matchs exceptionnels contre nombre d'opposants. C'était aussi des performances assez folles au G1 Climax. AJ Styles, finalement, il a aussi signé à la WWE, donc il a été remplacé par Kenny Omega, que désormais vous connaissez tous, puisqu'il est le champion de la All Elite Wrestling, l'homme qui a fait des 6 étoiles face à Kazuchika Okada, l'autre grosse star de la New Japan Pro Wrestling, meilleur catcheur du monde, Kazuchika Okada. Voilà, ça je peux en débattre des heures avec tout le monde. Donc, le champion actuel, Jay White, qui est le leader qui a pris les rênes du Bullet Club après Kenny Omega. Une fois que Kenny Omega est parti au Japon, enfin aux États-Unis plutôt, retourné aux États-Unis avec les Young Bucks dans son sac. Les Gallows et Anderson avaient aussi quitté le navire du Bullet Club. Et c'est à partir de là que le Bullet Club va se japoniser, on va dire un petit peu. Puisque Evil va être après avoir trahi Tetsuya Naito, il va rejoindre en tant que quasiment leader du Bullet Club. Et il y a aussi Kenta, donc l'ancien Hideo Itami, qui donc arrive à la New Japan. Il rejoint son ami Katsuyori Shibata, avec qui ils avaient été en équipe. Et il finit par... alors Katsuyori Shibata, c'est un catcheur qui était en partance pour devenir la nouvelle star de la New Japan Pro Wrestling, mais qui a dû prendre une retraite anticipée après un match extrêmement violent contre Kazuchika Okada. Et en fin de match, après plus d'une demi-heure de match, il a mis un coup de boule legit, on va dire, à Okada, et ça lui a entraîné un traumatisme crânien à Katsuyori Shibata, qui du coup n'est plus du tout clear pour catcher. Donc il a pris sa retraite définitive des rings, et il est désormais le coach principal du dojo de Los Angeles de la New Japan Pro Wrestling. C'est un peu bizarre de faire former les catcheurs par un mec qui a un peu fait n'importe quoi dans un ring, mais bon, dans le sens où c'est quand même assez idiot de mettre un coup de boule legit à un adversaire dans un match de catch après une demi-heure, mais bon, au moins ça permet d'avoir des catcheurs qui sortent du LA Dojo qui ont un type de catch qui est quand même super cool, parce que Katsuyori Shibata, c'était un pro du strong style. Et si vous voulez voir un catch qui sort un peu de l'ordinaire, qui est un peu plus violent que ce que vous avez l'habitude de voir, voilà, je vous conseille ce qui se passe à une JP Strong, et un peu cette mouvance-là, cette école de Katsuyori Shibata. Donc voilà, meilleur ami de Kenta. Kenta l'a trahi, c'était un des gros moments de ces dernières années à la New Japan. Kenta rejoint le Bullet Club. Depuis, c'est un méchant qui se fait huer, mais ça a toujours été plutôt un méchant, Kenta, de toute façon. Il reste dans ce qu'il sait faire, il est un peu diminué, enfin clairement diminué physiquement, Kenta, mais son savoir-faire en tant que heel fait souvent la différence dans les matchs et permet d'assurer un minimum, même si on a eu des matchs qui étaient quand même pas très intéressants. C'est notamment ce qui a face à Tetsuya Naito, quand Tetsuya Naito était champion, qui a un peu plombé le règne de Naito. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Voilà, il y a aussi un titre junior heavyweight qui est détenu à l'heure actuelle par Robbie Eagle, un catcheur australien. Donc je suis pas particulièrement fan, mais bon, il y a une belle hécatombe au niveau des catcheurs junior heavyweight. Pendant longtemps, c'est Kushida qui était un petit peu l'ace du business. Il s'est fait piquer sa place par Hiromu Takahashi, qui était un catcheur complètement fou. Membre de Los Ingobernables de Japón, donc également aux côtés de Naito.
mais qui s'est grièvement blessé dans un match face à Dragon Lee. Et du coup, maintenant, bon, il catch plutôt bien, mais voilà, il a plus la vélocité qu'il avait dans le ring, il prend plus autant de prises de risques. Et il revient de se blesser encore récemment, donc voilà, le reste des catcheurs de la division junior heavyweight sont plus aussi impressionnants que ceux qu'on avait avant, puisque on avait notamment Will Ospreay, hein, on avait des Ricochets, on avait tous ces gens-là, des Marty Scurll, tout ça. C'est difficile d'arriver au même niveau, mais bon, on ne doute pas que on aura des surprises dans le futur. Mais bon, surtout que bon, ce soir, pas de ceinture junior heavyweight qui sont détenues. Alors vous avez aussi des titres par équipe qui sont dans la division junior et des titres par équipe dans la division heavyweight et un titre trio qui existe également pour des équipes de 3. On aura l'occasion d'en reparler si je fais d'autres vidéos, si ça vous plaît, d'autres podcasts. Ça, il suffira de le dire dans les commentaires et de mettre des pouces. Hein. Mais en tout cas, je suis assez chaud pour vous faire des reports assez réguliers de New Japan désormais. L'émission Strong s'avère fort sympathique. Et d'ailleurs, ce show était fort sympathique. Il démarre. Alors, on est aux États-Unis et on est au The Torch à Los Angeles, Californie. Donc c'est voilà, c'est le premier show. C'est le show aux États-Unis, quoi, le show de retour aux États-Unis. On démarre avec ce qu'il y a souvent dans les shows de la New Japan, c'est un match qui oppose, ou du moins qui implique ce qu'on appelle les Young Lions ou les Young Boys, ça dépend. Les catcheurs qui sont en formation, donc vous les reconnaissez assez facilement parce qu'ils ont juste un slip noir, des bottes noires. Alors plus ils ont avancé dans leur cursus, plus ils ont par exemple des genouillères ou plus ils ont d'accessoires, on va dire. Voilà, ils ont une genouillère, après une deuxième genouillère. Ils auront le droit de mettre des choses autour de leurs poignets, des straps autour des poignets, etc. Et ce qui se passe parfois, c'est qu'en fin de carrière, ils ont droit à une série de matchs contre parce que souvent ils se battent les uns contre les autres, hein, les Young Lions. Voilà, ça leur permet de pratiquer tranquillement. Souvent, ils sont impliqués dans des matchs multi-main, donc à 4 ou 4 contre 4 ou voilà, 3 contre 3. Généralement, c'est eux qui prennent le pid, hein, ils n'ont jamais de victoire en fait, hein, tant qu'ils sont Young Lions. Et souvent, vers la fin de leur cursus, ils affrontent, enfin souvent avant de partir en excursion, parce qu'on les envoie aussi en excursion à l'étranger, pour aller travailler un petit peu, voir comment ça se passe ailleurs. Ils n'ont pas de gimmick, hein, ils sont génériques. Et souvent, en fin de carrière, ils ont droit à une série de matchs contre différents membres du roster. Histoire de tâter un peu le truc de quand on fait un grand match contre quelqu'un qui est déjà connu. Et donc, c'est un peu le cas pour Alex Coughlin, qui est un catcheur bien musclé, bien affûté, avec une petite moustache. Il affronte. Alors, c'est un mec qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça du cursus des Young Lions, sur lequel visiblement la New Japan compte compter dans les années qui viennent. Il revient de blessure aussi. C'est Carl Fredericks. Donc je pense que vous les connaissez pas, hein, ces catcheurs. Mais je vous invite à aller regarder un épisode de NJP Strong. Je pense que vous serez vite accroché. Le match est très très bon. C'est très disputé. Alex Coughlin, il en veut. Hein, il tient tête à Carl Fredericks, qui est un peu, on va dire, son aîné dans le ring, mais même s'il doit avoir à peu près le même âge. Mais bon, Carl Fredericks, il a le droit à son costume et tout ça, un costume assez ridicule d'ailleurs. Petit Trimoku avec des bottes à franges comme ça, hein, façon Ultimate Warrior. Je crois qu'il joue un espèce d'Indien ou quelque chose comme ça. Amérindien. Bref, ils sont quand même tous les deux très bons dans le ring. C'est très disputé. Et malgré tous les efforts de Coughlin, c'est Carl Fredericks qui l'emporte évidemment, hein, puisque c'est l'autre, le Young Lions, qui il va taper sur
sur le finisher, qui est une prise de soumission de Carl Fredericks. Le match va durer 10 minutes 47, ça va bien mettre le feu au public. On passe un bon moment pour démarrer le match. Il y aura un petit serrage de main en fin de match entre les deux. Mais en tout cas, la New Japan sait faire les openers. C'est quasiment un dark match, c'est ça, hein, mais au moins ça met dedans et on a tout de suite du beau catch. Ils ont un niveau technique qui est quand même très très fort pour des rookies, on va dire entre guillemets. Voilà, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de botch, il n'y a rien du tout. Tout est très stiff, c'est très réaliste. Voilà, moi j'aime beaucoup ce match. Et puis ça annonce du bon pour le futur. Carl Fredericks est quand même très très doué. Et Alex Coughlin, une fois qu'il aura un gimmick, je pense qu'on en entendra parler. Donc voilà, surveillez ces deux noms, Carl Fredericks et Frank Coughlin. Alex Coughlin, pardon. Ensuite, on a une des spécialités de la New Japan, des matchs multi-personnes. Et alors, on a un nouveau Young Lions, c'est Ren Narita, un japonais, que ça fait un moment qu'il est là en tant que Young Lions. Il va aussi toucher à la fin de sa formation, je pense. Il est en équipe avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est TJ Perkins, comme on l'appelait dans le temps, le gagnant du Cruiserweight Classic, le premier champion Cruiserweight, nouvelle version de la WWE, qui avait été un petit peu viré comme un malpropre. Il est actuellement chez Impact aussi, et c'est un membre aussi du roster de NJP Strong. Il a la particularité d'avoir fait partie de la première version du LA Dojo de la New Japan, puisque le LA Dojo, donc c'est le centre d'entraînement de la New Japan à Los Angeles. Il y avait déjà eu une version il y a quelques années, dont est sorti notamment Samoa Joe, pour en citer un seul. Et TJP en faisait partie aussi. TJP, c'est un catcheur qui catch, c'est un enfant du catch, quoi. Il catch depuis qu'il a 13 ans, quelque chose comme ça. Et il est extrêmement talentueux, on en reparlera. Il est aussi accompagné de Clark Connors, donc aussi ancien Young Lions, là, qui est un des piliers de NJP Strong, qui ressemble un peu à Adam Page, bien costaud, un peu plus petit, hein. C'est quand même des gabarits de cruiser, on va dire, mais ils sont quand même bien musclés. En face, on va retrouver un revenant de la WWE, rien de moins qu'un membre de la Nexus. C'est Fred Rosser, que vous connaissiez sous le nom de Darren Young. Vous vous souvenez, à la Nexus, ce catcheur qui était un peu le sosie black de John Cena pendant une époque. Maintenant, la ressemblance est moins frappante, mais à l'époque, c'est quand même un petit peu perturbant. Voilà, vous vous souvenez, ils avaient fait... ils faisaient une belle équipe avec Titus O'Neil. Et puis, il avait eu une petite histoire avec Bob Backlund, qui n'avait finalement pas donné grand-chose, a été libéré. Si vous vous souvenez, c'était pas terrible, Darren Young, mais est-ce que Fred Rosser, ce sera plus intéressant? On va voir. Il est accompagné de Rocky Romero, un vétéran de la New Japan, qui s'y illustrait depuis des années dans la division Junior Heavyweight, qui est aussi parfois un manager et qui est extrêmement bon dans le ring. Voilà, ça c'est quand même un des piliers de la New Japan, et puis une tête de pont de la fédération japonaise aux USA. Et le troisième larron de l'histoire, c'est Wheeler Yuta, que vous connaissez peut-être si vous suivez la All Elite Wrestling. Il fait partie d'un clan, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, vous pouvez le voir évoluer à Dynamite de temps en temps. Voilà, donc on a un match 3 contre 3 qui est vraiment spectaculaire. Ça dure 11 minutes 42, ça va dans tous les sens. Il y a le centre un peu du match, hormis quelques beaux mouvements, beaux déroulés de TJP. C'est une espèce de rivalité qui se noue dans le ring entre Ren Narita, le jeune japonais, et Fred Rosser, qui est un peu la powerhouse du match, qui a vraiment upgradé sa manière de catcher. Là. Il est vraiment... Alors, il n'est pas aussi précis que tous ceux qui sont dans le ring, à part peut-être Wheeler Yuta, qui est quasiment un peu invisible dans le match.
Mais il joue la powerhouse, il est plutôt stiff et il envoie du lourd. Il a quelques belles prises à son arsenal. Moi, il m'a convaincu sur ce match, Fred Rosser. Il a sa place à NJP Strong. Bon, le match, il va à 100 à l'heure, hein. Il se passe un milliard de choses. Et ça se termine par un gros spear sur Ren Narita qui va aussi se manger. Alors, le spear vient de Clark Connors. Et Ren Narita va aussi se manger un. Non, non, c'est Rocky Romero, pardon, qui se fait spirer et qui se prend un splash de TJP. Et c'est la victoire donc de Ren Narita, TJP et Clark Connors, puisque le tombé est fait. Encore un excellent match. On va avoir une petite confrontation face à face après le match entre Fred Rosser donc, et Ren Narita. Ça prévoit une petite rivalité pour la suite à Strong. Alors ça a fait carrément le job, hein, ce match. Ça a mis le feu à la foule. Ça n'a pas arrêté. Et puis c'est ce qu'on aime à la New Japan, quoi, ces matchs qui vont à 100 à l'heure. Bon, on a un petit vidéo package qui nous rappelle un petit peu l'histoire aux États-Unis de la New Japan, en nous expliquant tous les soucis qu'ils ont eu. Voilà, ils ont dit c'est pas grave, on est toujours là et on va continuer l'expansion. Il y aura des shows dans le futur aux États-Unis. On enchaîne sur un autre match multi-main. Chris Dickinson, Freddie High. Donc ça, je pense que c'est des gens que vous connaissez pas, qui traînent plutôt du côté de la Ring of Honor ou des shows indépendants. Chris Dickinson, c'est un mec musclé qui me fait penser un peu à Mojo Rawley, bizarrement. Freddie High, c'est un black qui rappelle assez Cedric Alexander. Il vient de la Evolve, il a travaillé à la Evolve aussi. On retrouve Lio Rush. Bon, c'est peut-être un des derniers matchs parce que je crois qu'il a pris sa retraite, hein. Du coup, du moins, il a annoncé sa retraite. Il s'est blessé la dernière fois qu'il a été apparu dans un show de la All Elite Wrestling. Mais bon, il a des engagements encore à tenir au niveau de la New Japan, parce qu'il fait partie du roster d'NJP Strong. Et il fait partie de cette équipe de 4, où il y a aussi Yuya Yimura, pas facile à dire son nom, qui est aussi un Young Lions, très costaud. Lui, il a un gros avenir, je pense, au sein de la New Japan. Voilà, une équipe de 4, donc Chris Dickinson, Freddie High, Lio Rush, Yuya Yimura. Ah non, il y a aussi Adrian Quest avec eux qui remplace Brody King. Adrian Quest qui est aussi un membre du roster NJP, je crois qu'il bosse à la Ring of Honor, je connais pas trop celui-là. Et en face, c'est la team Filthy. Filthy comme Filthy Tom Lawlor, l'ancien combattant de l'UFC qui avait été mis sur la touche pour des histoires d'utilisation de produits prohibés, qu'il a quand même nié, je crois, pendant longtemps, ou du moins c'était peut-être juste de la bide. Mais bref, il a longtemps participé, enfin il participe toujours, je crois, d'ailleurs, à des podcasts du Wrestling Observer. Il catch depuis un bon moment. Il a été champion d'ailleurs de la Major League Wrestling, la MLW, qui est un show hebdomadaire pour trouver sur YouTube qui s'appelle MLW Fusion, qui revient tout doucement aux affaires aussi. Ils ont pas mal souffert de la pandémie. Mais ils sont toujours là. Donc, le Filthy Tom Lawlor, avec lui J.R. Kratos, un gros balèze. Danny Limelight, qui est aussi à NJP Strong, et je crois que vous le voyez aussi à la All Elite Wrestling. Et la team Royce Isaacs, Jordan Nelson, le West Wrestling Crew, West Wrestling Crew, voilà, que des noms imprononçables. Donc là, ouais, là on est dans le roster aussi NJP Strong. 13 minutes de match aussi avec pas mal de gros spots. Alors, on est moins dans le strong style, on est plus dans ce qu'on voit dans l'indie américain, hein, finalement, avec des gros spots. Lio Rush qui fait un peu le spectacle, là il va à 100 à l'heure, tac tac boum. Voilà, il y a J.R. Kratos qui fait la powerhouse là, il va balancer des gens par-dessus la troisième corde, exploser un petit peu tout le monde.
C'est aussi un match qui est bien plein comme un œuf, ça va dans tous les sens. Et finalement, Rush Hour de l'IO Rush sur Danny Lamlight et Imuera qui fait un joli suplex avec ponté pour la victoire. Voilà, c'est le petit japonais donc qui prend la victoire pour le coup. Et ce qui me fait mentir, parce que je vous dis que c'est toujours eux qui prennent le tombé. Eh ben non, ce soir, petite surprise. Mais il y a un petit angle derrière, puisque Emura va prendre le micro et appeler Katsuyori Shibata. Et bah, Shibata va venir au ring. Alors là, les Américains sont contents, parce qu'il y a quand même Shibata qui est là dans le ring. C'est pas banal. Et Shibata va prendre acte de l'appel de Imura et il va lui donner un t-shirt du LA Jojo, voilà, en signe d'acceptance. Acceptance, nouveau mot. Voilà, Emura fait partie du LA Dojo de Shibata. Hein. C'était pas le cas jusqu'ici. Emura, il est au Japon. C'est un Young Lions du côté du dojo japonais. Et ben voilà, il intègre le dojo de LA. On va le voir du côté de NJP Strong, je pense, dans le futur. De toute façon, comme je vous dis, je pense qu'il y a un gros avenir pour ce catcheur qui a un physique quand même qui se rapproche des heavyweight. Donc, il est assez intense dans le ring. Ça devrait le faire. Alors, un match single avec Juice Robinson. Vous le connaissez si vous suiviez NXT. C'était CJ Parker à une époque, connu pour avoir cassé le nez de Kevin Owens le jour du premier match de Kevin Owens. Bon, bah, ça fait un bon moment maintenant qu'il est à la New Japan Pro Wrestling. Hein. Il s'est intégré rapidement au programme des Young Lions et puis ils ont un peu misé sur lui. Il faut dire qu'il a un physique, quand même, un vrai physique d'heavyweight au final, donc il est quand même très costaud par rapport aux autres. Et puis il a vachement progressé dans le ring. Il sait jouer avec le public, il est super populaire. Il a été champion IWGP US, il a dû être champion tag team aussi, je pense. Et ce soir, il affronte Ikuleo, le fils d'Aku, membre du Bullet Club, un grand gaillard que vous avez peut-être vu récemment affronter Lance Archer pour le titre US de la New Japan du côté de Dynamite, du côté de la All Elite Wrestling. Bon, bah, le match est pas mal. Ikuleo, il essaye de faire des trucs, mais bon, il est vraiment pas exceptionnel en ring. J'ai envie de dire, il est green, mais ça fait un moment quand même qu'il est là, Ikuleo, maintenant. Bon, bah, il reste green, quoi. Il est très grand. On sent qu'il est pas très à l'aise sur ses jambes, des fois aussi de temps en temps, donc l'équilibre n'est pas là. Et puis bon, il veut faire quand même des gros power moves, tout ça, mais Samuel Driver, voilà, c'était pas le meilleur match de la soirée, on va dire, ce Juice Robinson, Ikuleo. Mais bon, bah, il fallait. Vous n'avez pas le temps de regarder tout le show. Regardez ce match parce que c'est un des matchs de l'année, je pense. L'inimitable Tomohiro Ishii, le MVP. Alors, je vous ai parlé de Shingo Takagi, l'actuel champion, qui était un petit peu le MVP de la New Japan Pro Wrestling. Bah, avant lui, c'était Tomohiro Ishii, hein, qui est toujours actif, hein, qui a jamais eu l'honneur d'être champion à WGP, lui, mais qui est l'homme des super matchs. Quand vous venez à la New Japan pour regarder, on va dire, Kazuchika Okada ou Kenny Omega, hein, parce que vous en avez entendu parler, vous venez pour voir ce qu'ils font et vous restez pour les matchs de Tomohiro Ishii, qui a toujours fait de très très gros matchs, notamment un contre Keith Lee en Angleterre, mais aussi des tonnes et des tonnes de bons matchs au Japon. Quand vous voulez mettre un makeover, vous lui faites affronter Tomohiro Ishii. Généralement, Ishii perd, mais après des matchs phénoménaux, il va emmener les gens jusque dans la dernière limite, et puis il sait tout faire quoi dans le ring. Alors, c'est pas du tout un high flyer, c'est pas du tout. Ouais, c'est pas un Spot Monkeys. C'est un petit catcheur chauve, trapu, qui a pas de coups quasiment, mais qui sait tout faire dans le ring, qui a, qui a tendance à pas faire trop de selling parfois, mais quand il faut. Voilà, il joue la bête increvable, c'est le Stone Pitbull. Et mon Dieu, il y a des tonnes et des tonnes de matchs,
de Tomohiro Ishii que si vous avez l'occasion de voir, n'hésitez pas si vous êtes curieux. Et ce soir, alors bon, il a déjà eu des ceintures, il a été champion aussi à la Ring of Honor, TV Champion. Voilà, les ceintures intermédiaires, ça va, il les collectionne. Ce soir, donc Tomohiro Ishii affronte Moose, l'ancien champion de la TNA Impact Wrestling, un grand black, qui est très apprécié du public d'Impact, qui a bossé à la Ring of Honor, qui était présenté pour aller à la WWE. Malheureusement, il a un passif de violence conjugale qui a complètement ruiné ses chances. Donc, il fait sa marque à Impact Wrestling. Et je serais pas curieux de le voir un jour débarquer à la All Elite Wrestling, mais apparemment, il a quand même un tempérament assez compliqué. Mais en tout cas, dans le ring, il assure. Et ce soir, on a un super match parce que Tomohiro Ishii n'est pas très grand. Et Moose, c'est quand même une grande baraque qui doit faire pas loin de 2 mètres, voire peut-être plus de 2 mètres. Et du coup, on a un match David contre Goliath, qui est un petit bijou à la fois de spot intelligemment placé, de timing, et puis de storytelling, quoi. Il y a tout qui fonctionne dans le match. On pense que, à la limite, alors si vous avez jamais vu Tomohiro Ishii, si vous le connaissez pas, vous pensez qu'il va se faire squasher rapidos par Moose, mais il survit à tout. Et après, il va enchaîner vraiment des gros moves dans tous les sens, des gros suplexes. Voilà, en gros le truc, c'est Moose qui va lui envoyer tout ce qu'il a et Tomohiro Ishii qui va toujours se relever et Moose qui va finir par s'épuiser, se laisser piéger dans un brainbuster des familles, comme il sait si bien le faire, ce bon vieux Ishii. Et donc après plus d'un quart d'heure de match, 16 minutes 17, victoire pour le grand plaisir de la foule de Tomohiro Ishii qui est vraiment le babyface pour le coup, puisque les gens qui ont payé leur ticket connaissent un peu la New Japan, connaissent Ishii, et ils sont pas vraiment derrière Moose, ils le huent copieusement à chaque fois qu'il fait un gros move, un gros move de Moose. Euh, mais, euh, mais bon, comme je vous dis, c'est un petit bijou de storytelling, de psychologie, de technique. Il n'y a vraiment rien acheté. Moi, c'est vraiment le catch que j'aime. Je vous conseille ce match que je mettrai clairement dans les matchs de l'année. Moose contre Tomohiro Ishii, victoire de Tomohiro Ishii, le Stone Pitbull. Magnifique, 5 étoiles. On a une petite promo ensuite qui nous annonce de bonnes nouvelles puisque c'est Will Ospreay qui est de retour. Et il n'est pas content puisque, d'accord, c'est brisé le dos pour tenir cette compagnie à bout de bras. Et tout ce qu'il avait besoin, c'était 4 mois pour se remettre de ses blessures. Et on lui a enlevé sa ceinture de champion à IWGP parce qu'il ne pouvait pas la défendre pendant 4 mois. Et il dit, en temps normal, j'en aurais rien à faire, je le comprendrais. Mais sauf que parallèlement à ça, on a Jon Moxley qui, lui, n'a pas pu venir défendre sa ceinture au Japon, puisque Jon Moxley, je vous rappelle, était champion US de la New Japan Pro Wrestling pendant toute la pandémie. Et il n'a pas défendu son titre une seule fois pendant 1 an. Mais pourtant, on lui a pas enlevé sa ceinture. Donc voilà, ça marche pas. 2 poids, 2 mesures, c'est pas bon. Et donc il réexplique qu'il est de retour, tout simplement. Et qui va. Qui va faire le nécessaire pour récupérer sa ceinture. Il traite Shingo Takagi de Pussy, le champion actuel. Et puis il va se foutre un peu de la gueule du LA Dojo. Ce qui va faire venir les autres catcheurs qu'on a vu précédemment, les Chris Dickinson, les Carl Fredericks. Mais bon, il n'y aura pas d'altercation. Ce bon vieux Ospreay va se sauver. Ensuite, on a un match avec les Good Brothers, Carl Anderson et Doug Gallows, les champions d'Impact. Impact Wrestling, et ouais, il y a des crossovers en ce moment entre le New Japan,
le les wrestling, la Ring of Honor, tout ce que vous voulez. Donc les Good Brothers, Carl Anderson et Doug Gallows affrontent Jon Moxley qui vient ce soir accompagné, il est annoncé, d'un partenaire mystère. Et ce partenaire mystère, c'est rien moins que Yuji Nagata, l'ancien champion IWGP, qui était un peu la star de la New Japan avant Tanahashi. Hiroshi Tanahashi, voilà. Donc Yuji Nagata, Blue Justice, comme on l'appelle, un catcheur, alors incroyable, moi c'était mon catcheur préféré pendant longtemps, qui avait eu une petite carrière aux États-Unis à l'époque de la WCW, qui a tenu la baraque de la New Japan quand c'était un petit peu la galère. Apprécié des fans qui a un catch de fou, furieux, mais bon, maintenant il est un peu vieux. Et il nous sort plus ce qu'il nous sortait encore il y a quelques années. Voilà, moi en 2015, voilà à peu près quand j'ai commencé à suivre vraiment assidûment la New Japan. Il participait au G1 Climax et tout ça. Et c'était fou parce que on voyait ce mec là qui, on dirait votre oncle ou votre père ou votre grand-père là, qui d'un seul coup commence à catcher comme le Daniel Bryan dans sa jeunesse. C'était assez fou avec ses gros kicks, ses coups de genoux à la volée là. Running knee, tu en vois là, des gros chops, des trucs de fou. Et c'était ça encore pendant quelques années. Puis bon, là, ça fait 1 ou 2 ans maintenant que le temps l'a rattrapé, l'âge l'a rattrapé, ce bon vieux Yuji Nagata. Donc, c'est largement moins impressionnant que ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais bon, on a un match qui démarre donc entre les Good Brothers et Jon Moxley et Nagata. Et ben, croyez-le ou non, à un moment donné, les Good Brothers vont faire un Magic Killer sur Moxley avec Sir During pour s'en débarrasser. Ensuite, Magic Killer sur Nagata. Et c'est la victoire. Victoire des Good Brothers. Après 10 minutes de match. Pas trop mauvais, mais rien d'exceptionnel. Ils prennent le micro, ils veulent faire une promo, ils expliquent que quel que soit le pays, quelle que soit la fédération, tout ce qu'il faut c'est 1, 2, 3. Enfin, Magic Killer 1, 2, 3. Et ensuite c'est tout de suite. Oui. Mais le micro est coupé, donc ils n'arriveront pas à aller plus loin. Mais il y a les Guerrillas of Destiny qui arrivent. Odi, Tangaloa et Tamatonga. Les autres fils de Aku qui viennent au ring. Alors ils peuvent pas se parler parce qu'il n'y a pas de micro. Mais en tout cas, visiblement, ils font pas la paix. Ils faisaient tous les deux. Ces deux équipes faisaient partie du Bullet Club, donc normalement ils devraient être potes. Il n'y a pas de réconciliation. Les Good Brothers ne réintègrent pas le Bullet Club et il y aura peut-être des affrontements dans le futur. Ensuite, on a première partie du main event. On a un co-main event ce soir. Donc le Never Openweight Championship est défendu. Jay White, donc je vous avais dit que c'était le champion actuel. Il affronte son rival de toujours, David Finlay. Ils étaient Young Lions en même temps. Ils ont fait des tonnes de matchs, d'ailleurs, tonnes d'openers de show. Quand ils étaient Young Lions, ils se connaissent par cœur. David Finlay avait battu Jay White lors de la New Japan Cup, un tournoi. Donc ça s'était resté dans les mémoires. Jay White est devenu champion Never Openweight par la suite. Mais du coup, il y avait toujours cette défaite face à David Finlay qui restait en travers de la gorge. Donc ce soir, Jay White doit prouver qu'il peut battre David Finlay. Finlay, lui, veut prouver qu'il a toujours été meilleur que Jay White. Et donc on a un gros match qui suit, 22 minutes 59. Alors les mecs, comme je vous ai dit, ils se connaissent par cœur. Ils sont vraiment très bons tous les deux. David Finlay, maintenant, il a un physique qui est convaincant. Pendant longtemps, c'était pas le cas. Il était un petit peu grassouillé. Mais maintenant, il est affûté. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il irait doucement vers NXT. David Finlay, dans une interview, il a un peu encensé NXT. Il dit qu'il préfère un peu le catch occidental au catch japonais. Il s'est installé en Floride, etc. Donc, c'est pas impossible que vous voyez Finlay. David Finlay, c'est le fils de Fit Finlay, tout simplement. C'est pas impossible que vous voyez Dave Parquet à NXT et qu'il se passe quelque chose avec lui. Mais en tout cas, ce soir, malheureusement, malgré tous ses efforts, et il en fait des efforts, ce sera un très bon match. Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de star power entre les deux, quoi.
Donc, du coup, pour un main event, c'est un peu l'edge. Mais bon, ça reste un bon match. Hein. Les deux, c'est vraiment des bons catcheurs. C'est quand même la victoire de Jay White face au Sling Blade. Le Blade Runner, ça s'appelle ça, son finish, pardon. Switchblade, Jay White qui prend le micro après. Il est challengé. Il y a Tomohiro Ishii qui vient aux abords du ring, comme ça se fait du côté de la New Japan quand on veut lancer une nouvelle rivalité. Il veut un title shot, hein, Tomohiro Ishii. Ce sera sûrement pour l'avenir. En attendant, Jay White nous raconte que il est le premier Grand Slam champion de l'histoire, hein, finalement. Qu'il a gagné à la fois l'IGP Heavyweight, l'Intercontinental, le championnat US également, et le Never Openweight. Donc c'est le premier Grand Slam champion de l'histoire. Et il peut affronter n'importe qui. C'est toujours son era. It's still my era, nous dit-il. Et voilà, on verra Jay White pour la suite. Il va traîner du côté d'Impact, lui, apparemment, dans les semaines qui viennent. Peut-être pas le meilleur move pour sa carrière, mais bon. Il y a son Jay White, c'est un très bon heel, un très bon catcher. Voilà, c'est tout doucement un pilier de la New Japan. Moi, je trouvais qu'il l'avait touché un peu vite en haut parce qu'il a été champion IWGP très rapidement, trop rapidement à mon goût. Mais bon, maintenant, du coup, il est imposé quand même pilier du roster. Et puis, si vous voulez un bon match, vous mettez Jay White dedans. Hein. Généralement, ça fonctionne. Et on arrive doucement au main event, qui est pour le titre IWGP, IWGP United States Heavyweight Championship. Le champion actuel, Lance Archer, dont vous avez vu la prise de titre sûrement si vous regardez la All Elite Wrestling, parce qu'il a battu Jon Moxley, qu'on verra d'ailleurs aux abords du ring, il picole sa bière en regardant le match. C'est un Texas Deathmatch, hein, souvenez-vous, Lance Archer avec choc slamé Moxley à travers une table, à l'extérieur du ring, une table pleine de barbelés, et Moxley n'a pas pu revenir avant le compte de 10 dans le ring. Et Lance Archer a gagné la ceinture. Il avait eu une défense de titre victorieuse face au rookie Kuleo dont on a parlé un peu plus tôt. Et ce soir, il affronte rien de moins que The Ace, Hiroshi Tanahashi. Donc, The Ace, l'un des plus grands champions IWGP de l'histoire. Plusieurs fois vainqueur, 3 fois du G1 Climax. Catcheur incroyable, des rivalités folles contre Okada, Kazuchika Okada. Série de matchs incroyable. Maintenant, Hiroshi Tanahashi, malheureusement, il accuse aussi un petit peu le poids des années. Il est en belle forme physique, hein, il est encore bien musclé et tout ça, mais il est moins véloce dans le ring, il est moins percutant. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme Chris Jericho, c'est-à-dire que la psychologie est là, donc il va quand même vous faire un super match, mais on va pas être dans un match historique. Lance Archer va quand même dominer pas mal. Il domine quand même d'une bonne tête Hiroshi Tanahashi, il est en pleine possession de ses moyens. C'est un peu le plus gros moment de sa carrière là, à l'heure actuelle, hein, depuis qu'il est passé à la All Elite Wrestling. Il a longtemps catché en équipe au Japon, Lance Archer. Il est passé par la WWE à une époque. Il est ensuite passé à Impact. Et le gros de sa carrière, par contre, il l'a fait au Japon, en tag team pendant longtemps avec Davey Boy Smith Jr. Et depuis depuis une paire d'années, il est en solo. Il avait bien brillé dans le G1 Climax il y a 2 ans, notamment dans un match contre Hiroshi Tanahashi, justement. Et ce soir, il avait concédé le match à l'époque. Ce soir, il va essayer d'avoir sa revanche. Donc il va pas mal bourriner, hein, sur Tanahashi, qui va même se manger la powerbomb, le crucifix powerbomb, là, la spécialité reverse crucifix powerbomb, même la spécialité de Lance Archer. Mais ça ne suffira pas, il se relève de tout. L'infatigable Hiroshi Tanahashi qui va enchaîner 2 High Five Flow, sa prise de finition. Donc c'était au Frog Splash en fait, hein, sur Lance Archer. Et ça par contre, Archer s'en relèvera pas. 1, 2, 3 et Tanahashi remporte le titre.
Donc il n'aura pas tenu longtemps, Lance Archer, le titre IWGP. En même temps, Lance Archer est signé à la All Elite Wrestling, donc il n'y avait pas trop d'espoir qu'il conserve le titre en fait finalement quand on réfléchit. Mais il aurait fait une très belle prestation, beaucoup de respect face à Tanahashi. Hein, il fait une promo juste derrière où il explique que voilà, si Tanahashi vient du moins faire un tour du côté de Dynamite ou de la All Elite Wrestling, quels que soient les noms qui seront à l'affiche, hein, parce qu'il y a quand même des gros noms qu'on annonce à la All Elite Wrestling, notamment Daniel Bryan, il y a M-Punk, hein, il y a Moxley qui est toujours dans les parages. Donc, faites le calcul, hein, le nombre de Dream Match qu'on peut avoir. Tanahashi contre Bryan, Tanahashi contre Punk. Voilà, on peut avoir un Tanahashi Jericho, voilà, Tanahashi MJF. Il y a de quoi faire. Tanahashi Omega, pourquoi pas. Voilà, mais Lance Archer, il dit non. Dès que tu passes, c'est moi qui passe en premier. Donc, comme ça, les choses sont mises en clair. Et Tanahashi prend le micro aussi pour dire dans un anglais approximatif, mais toujours meilleur que celui de Nakamura, que il a gagné, il est champion, et comme il est champion US, il reviendra bientôt. Il remercie tout le monde. Et c'est la fin du show. Après un main event très réussi, hein, la foule était à fond. Il y avait des supporters de Lance Archer aussi. C'était vraiment un très bon match. La psychologie est là. C'est souvent ça hein, qui fait la différence à la New Japan. Quand on est comme ça sur des vétérans. C'est que même si on n'a pas un spot fest comme on peut avoir un peu partout. D'ailleurs, c'est pas trop le genre de la maison non plus, les spot fest, hein, mais au moins avec les vétérans qu'on a, il y a de la psychologie et du coup, ça fonctionne. Pas overbooké non plus généralement. Enfin, sauf quand on est tant qu'on n'a pas Evil et le Bullet Club impliqués, on n'a pas trop de surscénarisation comme on dit, enfin, comme je dis moi, mais voilà. Donc ça permet d'avoir un show du coup là pour qui était très homogène, très réussi, pas de temps mort. Pas de gros plantage. Alors, il y a eu à un moment donné un feu d'artifice pendant un match. Je crois que c'était pendant le match de Filthy, Tom Lawlor et compagnie, qui a un peu perturbé le truc. Un feu d'artifice comme ça qui était tiré. Alors, peut-être que il se passait d'autres choses à côté, à Los Angeles. Parce que c'était pas, on était quasiment sur un parking là. C'était un show en plein air. Mais bon, il y avait du public au moins. C'était sympa. Voilà, donc une belle réussite. Moi, je vous invite à regarder le match, à regarder le show. Et si vous n'avez pas le temps, il faut quand même absolument regarder le Ishii contre Moose parce qu'en plus, c'est un crossover. Hein. Deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, Impact, de l'autre, la New Japan. C'est pas des trucs qui arriveront souvent. Et voilà, si vous connaissez pas Moose, c'est une belle occasion de le découvrir, surtout si vous connaissez pas Ishii non plus. Vraiment, ce match-là, tip top. Voilà. On arrive au bout de cette review qui pour une fois donc je l'ai fait tout seul. Voilà, je sais pas si ce format-là vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis comme ça vous aurez toutes les reviews qui viendront. Donc toujours la WWE, SmackDown, Raw. Ça vient toutes les semaines. On essaye le plus souvent possible de faire des reviews de la All Elite Wrestling, de NXT. Voilà. Plus on aura de temps, voilà, dans le futur, peu qu'on vous propose autre chose. On a des reviews rétro catch-up. Il y a la Money in the Bank 2011 qui arrive. Voilà, le comptoir du catch aussi, n'hésitez pas à aller l'écouter. On a fait c'est sur des sujets un peu plus généraux, on fait des petits débats. Ça, c'est toujours d'actualité, on en a sur Braun Strowman et son renvoi hein, sur Bray Wyatt, la carrière de Bray Wyatt dans le détail. Voilà, allez découvrir ça. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, de toute façon sur YouTube. On est sur Discord, l'invitation est dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu écouter autant que moi enregistré. C'était Ringside, à vous les studios. Ciao, bye bye.